C'est en quelque sorte une œuvre qui est guettée par le département des sculptures depuis fort longtemps. Le Louvre avait essayé de l'acquérir et il y a eu toute une procédure pour classer cette œuvre monument historique. Et donc le budget nous a permis de préempter la statue. Il y a beaucoup d'humanité et c'est ça qui fait aussi le côté assez exceptionnel de cette œuvre-là. Nous sommes au Centre de recherche et de restauration des musées de France, ou plus précisément dans l'atelier matériaux pierreux. Et nous sommes là parce que nous venons d'acquérir une sculpture de Michel Colomb en terre cuite. C'est une sculpture qui fait à peu près 1 mètre de haut, qui est en terre cuite. Pour cette période-là, c'est quelque chose de très exceptionnel en France, puisque c'est une technique qui était plutôt utilisée en Italie. À la fois les observations des restauratrices, le travail du laboratoire, le travail des conservateurs, tout converge pour avoir le meilleur historique de cette œuvre possible. Aujourd'hui, ce qui nous importe dans le cadre de la restauration, c'est vraiment de nettoyer l'œuvre pour retrouver la surface. Je ne vais pas qualifier d'originale, puisqu'évidemment elle est un petit peu altérée, mais la surface du matériau ancien. Sur cette base, il y aura une réflexion avec le comité scientifique, avec le musée du Louvre, sur la manière dont on va ensuite effectuer des retouches. C'est une commande très probable de Jacques de Bonne, qui était le propriétaire du château de la Carte, qui se trouve près de Tours, au début du XVIe siècle. C'est à la fin du XIXe siècle qu'elle a commencé un petit peu à bouger. En 1900, Paul Vitry, qui est un jeune conservateur qui rédige sa thèse en fait, sur Michel Colomb, fait des petites tournées en Touraine pour essayer justement de constituer le catalogue de l'œuvre de Michel Colomb. Et il découvre la Vierge de la Carte et considère que c'est très certainement une œuvre de la main du maître. Donc là, évidemment, la Vierge va être publiée. On a une photographie de 1900 qui est connue et qui est la plus ancienne qu'on ait pour cette œuvre-là. On a aussi une photographie du moulage. Et en fait, ces deux éléments, pour nous, sont très intéressants pour ensuite comprendre l'histoire matérielle de l'œuvre par la suite. Là, on avait jusque-là un trou dans la documentation, jusqu'à une photographie conservée au musée du Louvre qui montre l'œuvre dépourvue de bras droit. Il manque également la main droite de la Vierge, donc on voit que c'est une œuvre altérée, mais on ignore exactement dans quelles circonstances. Nous, ce qu'on a pu établir, c'est que cet état sans bras, il est antérieur à 1941. La photographie importante pour nous, la suivante, elle est publiée en 1953 dans une nouvelle monographie sur Michel Colomb par M. Pradel, qui est également conservateur au musée du Louvre, et qui montre un état en fait complet, qui correspond à l'état qu'on a aujourd'hui sous les yeux. Ce qu'on sait ensuite, à partir de 1975, c'est que l'état de l'œuvre évolue très peu, si ce n'est qu'on a un doigt de l'enfant qui était cassé en 1975 et qui est restitué en 2010 lorsque l'œuvre est exposée à France 1500. Ça a vraiment été la première fois qu'elle a été montrée au public. Cette œuvre en terre cuite, c'est justement là aussi une idée nouvelle. On est au début du XVIe siècle et en France, on n'a pas l'habitude de faire de la sculpture de grand format en terre cuite. On sait que Michel Colomb a travaillé avec des artistes en provenance d'Italie. On peut dire que cette œuvre a été réalisée de manière un petit peu empirique, expérimentale. Ce qui a expliqué que l'œuvre présente des fragilités, en fait, dès la conception. C'est une œuvre vraiment un peu clé comme signe de la Renaissance et de l'ouverture à quelque chose de différent. Et en même temps qui reste certainement ancré dans un style artistique par le lien qu'on peut faire avec l'art de Fouquet, une espèce d'humanité, mais en même temps de côté un peu synthétique, une simplification des forces, le visage ovale par exemple. Et il y a un parallèle très très frappant avec la Vierge sous les traits d'Agnès Sorel qui est au musée d'Anvers, et où on a une figure de femme extrêmement proche. C'est une sculpture de la Vierge et de l'enfant, mais c'est aussi l'image d'une très jeune mère avec son enfant. Donc elle a
un visage extrêmement rond, avec le front bombé, les yeux un petit peu étirés. Elle est très pensive, hein, très concentrée. On voit ses cheveux qui, à l'arrière, tombent jusqu'à la taille, avec un petit bandeau sur le dessus de la tête, et puis un voile par-dessus qui cache les cheveux. Et puis donc elle a une robe et elle a un grand manteau qui s'enroule autour de sa taille en dégageant le corsage. Et on a un petit nœud, une petite coquetterie qui est ce petit nœud à la taille. Et puis donc elle tient de son bras droit son enfant qui est complètement nu, qui a les jambes croisées et qui la regarde d'un air absolument fasciné, avec sa petite bouche ouverte. Et donc voilà, il est prêt à téter, elle lui présente son sein. Et donc elle appuie un petit peu pour faire sortir le lait. Elle a un léger contrapposto, donc elle est aussi vivante un petit peu. Elle tourne un petit peu dans cet axe voilà, pour se tourner vers son enfant. Donc il y a un mélange de tradition et d'innovation très, très spontanée. On a demandé au laboratoire de l'imagerie scientifique, à la fois des photos en lumière ultraviolette qui permettent de faire ressortir toutes les restitutions grâce en fait à un changement simplement des paramètres de la lumière. On voit en fait différentes fluorescences qui correspondent aux différentes badigeons qui ont été appliquées sur l'œuvre. On voit tout de suite qu'il y a plusieurs interventions. Après, en observant mieux sous loupe binoculaire, on peut établir une chronologie relative, dans le sens qu'on sait aujourd'hui que, en gros, ce qui fluorescent en noir était appliqué après ce qui fluorescent en orange, et les fluorescences bleues, en fait, ça correspond à un autre badigeon un peu plus récent, du fait qu'on le voit, en fait, il est appliqué en dernier. Mais aussi des radiographies qui ont permis de comprendre un petit peu mieux son histoire et de voir par exemple que l'intérieur est rempli de plâtre, certainement pour renforcer la structure de l'œuvre à un moment donné de son histoire. Vous voyez en fait, tout un réseau de fissuration à l'intérieur de la terre. Tout ça en fait, nous renseigne sur des fragilités qui sont intrinsèques à la mise en œuvre de l'œuvre. On verra plus tard si on arrive à élucider la question, y a-t-il eu de la polychromie? L'œuvre est arrivée à l'atelier, donc on a commencé l'étude préalable. La première question qui est venue à nous, après le constat de l'encrassement général de l'œuvre, c'était qu'est-ce qu'il y a vraiment d'origine, qu'est-ce qui est repris. Et donc pour ça, il faut quand même un petit peu se donner des vues. Et donc le nettoyage sert d'abord à approcher la matière. L'étude préalable nous a pris quand même un certain temps parce qu'on a vraiment découvert l'œuvre au fur et à mesure de l'étude. Et l'étude a nécessité conjointement le nettoyage de l'œuvre, du fait de cette présence de badigeons de propreté qui masquaient entièrement l'œuvre et qui dissimulaient en fait toutes les restitutions et les anciennes interventions. Là, à côté, vous avez des restes de badigeons. Là, pareil. Et là, l'encrassement de la terre. Là, ce que j'enlève au scalpel, c'est le badigeon en plâtre qui a servi à masquer les parties restituées, mais qui déborde aussi énormément sur la surface de l'original. Donc je l'enlève. On a poursuivi notre nettoyage avec d'autres méthodes complémentaires aussi, donc, notamment le laser. Qui est une technique intéressante parce qu'elle permet de restaurer, de nettoyer les œuvres sans contact, uniquement avec la force de la lumière. Nous savions qu'elle avait probablement subi des restaurations, en tout cas des moulages. L'œuvre donc originale dans la chapelle, après donc le premier moulage qui a été fait en fait, pour abriter l'œuvre à l'intérieur de la chapelle et remplacer avec un moulage l'original. Donc là, on a fini le nettoyage qui était validé par le comité scientifique, comme disait Hélène, et on est dans la phase retouche et comblement. On fait toujours ce qu'on appelle les retouches, là où on a des différences qui sont un petit peu gênantes, où on voit une intervention ancienne. On va faire passer un peu tout ça par de très légères retouches très superficielles, toujours avec des produits réversibles. Tout cela est documenté, photographié, de manière à ce que nos successeurs ne se posent pas les questions qu'on s'est posées, et s'ils veulent revenir sur ces interventions, qu'ils puissent le refaire.
Quand on est vraiment plongé dans l'étude, on est vraiment dans l'étude de la matière. Donc ça se réduit presque à la matière de l'œuvre. Je fais abstraction de la Vierge, de son enfant, de son histoire, et j'essaie de procéder de manière analytique. L'observation du plan de cassure peut nous donner beaucoup d'indications sur l'origine de cette cassure, donc si c'est une cassure volontaire, s'il y a des traces d'outils, si ce plan de cassure a été retravaillé pour raccorder la restitution. Comme je vois que le plan de cassure est un peu fragilisé, je fais des consolidations avec ce produit-là, avec une résine acrylique. On a essayé de procéder par projection de pigments liés avec une résine acrylique, de manière à obtenir la même profondeur de surface, sachant que la terre cuite originale offre déjà beaucoup de couleurs différentes. On essaie de faire un mélange qui se rapproche le plus possible aux différentes couleurs qu'on a sur l'œuvre. En fait, tout ce qui est ligne blanche et point blanc, on le retouche à l'aquarelle pour en fait le faire disparaître. Les scotch bleus, c'est effectivement lié à l'application de notre produit de retouche. Ce qu'on veut absolument éviter, c'est d'appliquer nos couleurs sur l'original. Donc on détourne avec un scotch bleu très doux. Il n'y a pas de problème d'arrachement de matière. Il s'agit de donner à la sculpture non pas un aspect neuf, mais un aspect harmonieux. Le plus d'une restauration, c'est que l'histoire de l'art est enrichie en fait de l'histoire matérielle. Pour nous, conservateurs, c'est difficile de faire de l'histoire de l'art sur photo et on ne peut pas se passer de ce contact avec l'œuvre. Il faut quand même que le plaisir du regard ne soit pas perturbé par des éléments un peu anecdotiques et que les visiteurs puissent à nouveau se concentrer sur l'extraordinaire qualité et humanité de cette sculpture.